Le Barça, quand ce n'est pas une équipe type Europa League en face, on ne les voit plus, ils n'existent plus, ils se sont tout simplement fait éteindre par le Chelsea Football Club de Maresca au Stamford Bridge. On a eu un match tout simplement incroyable, devrais-je plutôt dire, une équipe de Chelsea totalement extraordinaire. Deuxième de PL, ils affrontent Arsenal le premier ce week-end. Et honnêtement, j'étais surpris de Chelsea parce que j'ai vu quelques matchs. Je ne suis pas le plus grand suiveur de Chelsea, mais j'ai vu trois quatre matchs. Honnêtement, ça n'a pas non plus été des matchs de fou que j'ai vu, que j'ai assisté. Mais alors là, ce match, il a complètement retourné mes espérances. J'ai vu le match contre Paris, la finale, etc. de la Coupe du Monde des clubs. Tout le monde l'a vu, je pense. Donc on sait de quoi cette équipe est capable. Qu'ils ont un coach qui a des idées, qui met des choses en place. Et on l'a vu aujourd'hui. Le pressing haut sur le porteur du ballon, beaucoup d'activités, beaucoup de courses, beaucoup d'intensité mise dans tous les secteurs du jeu. Et ça te donne une équipe qui a été au-dessus du Barça sur tous les secteurs de jeu. Il n'y a pas eu un seul moment où le Barça a été en maîtrise, où le Barça a essayé de créer du danger. Bon, quand tu as Ferran Torres devant les cages, tu m'étonnes que le danger, tu ne le vois même pas, tellement le raté qu'il fait, honnêtement, il est énorme. Je crois à ce moment-là, il est 0-0. Il t'aura un raté immense, j'ai envie de te dire, à un moment donné, tu n'avais rien pour toi. Pedri était absent, Rafinha sur le banc, tu es obligé d'avoir Eric Garcia en sentinelle aux côtés de Frenkie de Jong, et je crois que c'était qui de l'autre côté, je me rappelle, je sais même plus, c'était au milieu de terrain, et tout simplement dans tout le secteur du jeu, le Barça ont été mais tellement en dessous, ils ont été tellement en dessous, même avec les absents en Liga, des fois ils arrivent à s'en sortir, etc. Même si contre Séville ça a été dur, contre Bruges ça a été dur en LDC, on a eu un Barça qui est vraiment à Stamford Bridge. Je me suis dit, les 80 minutes, très grosse pression, très gros bon début de match côté Chelsea. Je me suis dit, ok, combien de temps vont durer ça? Et bien, ils ont duré ça tout le match. Il y a peut-être eu un moment, un trou d'air de la 20-25e où le Barça a eu quelques situations, quelques occasions, quelques similés-occasions. Mais honnêtement, j'étais impressionné, parce que je viens de penser à ça, j'étais impressionné de la lucidité de Chelsea au global, mais de Robert Sanchez, parce que le Barça, à un moment donné, aussi essayé de presser. Ils ont essayé de harceler le porteur du ballon. Ils ont essayé de récupérer des ballons hauts, mais par un gardien qui est aussi à droite qu'un joueur de champ. Ils ont réussi plein de fois à se défaire du pressing. En une de touche de balle, il te calme le jeu, il trouve cette passe tranchante que peu de gardiens pourraient risquer de faire. Lui, il l'a fait et ça passe. Alors, il est pas irréprochable cette saison. On le voit sur quelques situations, quelques arrêts qu'il doit faire. Mais par contre, c'est vrai que balle au pied, c'est vraiment un mec qui, tu peux mettre au milieu de terrain, il fait du taf. Honnêtement, il fait le taf. Et dans ce match-là, il a quand même fait un super, super match parce que balle au pied, il a su faire les relances qui soulageaient toute la défense, qui te permettaient de voir sur le devant, que ce soit Chalouba, que ce soit Rhys James quand il a été repositionné à droite, quand Gusto est sorti à la mi-temps et que c'est, je sais plus qui est rentré, mais je crois que c'est André Santos qui est rentré. Même Gusto était sur son côté, hein. Honnêtement, on a vu un Chelsea qui a été hyper, hyper entreprenant, qui a été très, très bon. Il y a un fait de jeu. Honnêtement, peut-être qu'on n'en parlera pas assez, c'est même pas ça que je viens de penser, mais en disant cette phrase, je viens de penser à l'action de Chaloba sur Fermin Lopez, dont le peut-être, c'est peut-être les 5, 6, 5, 10 minutes pour être gentil, de temps fort du Barça, ça devait être dans la foulée du raté de Ferran Torres. Il y a eu cette occasion de Fermin Lopez. Chaloba arrive très fort, et moi j'ai toujours une tendance à favoriser l'attaquant, ou plutôt à favoriser le joueur qui joue le ballon. Et pour moi, Fermin Lopez a l'envie de jouer ce ballon, soit de le maîtriser, soit de conclure, en tout cas de faire quelque chose. Et Chaloba arrive fort, arrive puissamment. Ça me choque pas qu'il ne le siffle pas, mais honnêtement, s'il aurait sifflé, ça ne m'aurait pas choqué non plus parce que Chaloba ne joue absolument pas le ballon, il joue que le joueur. Il arrive avec quand même une certaine puissance. Alors, Firmino Lopez est quand même assez frêle, c'est aussi pour ça qu'il tombe aussi facilement. Mais voilà, c'est une situation qui est prêtée à la discussion. Maintenant, c'est même pas ça que je pensais, c'est de se faire ce jeu-là au moment du 1-0, à la 43e minute. Ronald Araújo, qui est le capitaine du soir, qui est le défenseur central, qui doit être le taulier de cette défense, le taulier de cette équipe, aux côtés de Koubarsi, le genou, il manque de lucidité et il prend ce deuxième carton rouge synonyme, ce deuxième carton jaune synonyme de carton rouge sur une faute stupide de Cucurella. Il se fait prendre Cucurella qui d'ailleurs j'en parlerai après, encore une fois fait un grand match et montre qu'il est parmi les meilleurs centrales gauche, enfin les meilleurs latérales gauche du monde, mais j'en parlerai après. Mais c'est clair que sur cette occasion-là, il se fait avoir carton jaune, carton rouge. Mais il faut se rappeler du premier carton jaune qu'il prend. C'est une situation où il me semble que c'est une faute qui n'est pas sifflée, où il y a, comme d'habitude, les joueurs ils aiment trop râler, ils aiment trop chouiner. Il vient chouiner auprès de l'arbitre. Il est capitaine, donc il pense qu'il peut tout faire. Sauf que moi, en plus, j'ai eu l'œil attentif à ce moment-là. Il sait pas, il parle à l'arbitre, il vient se coller, confronter l'arbitre. Mais j'ai dit, oui, monsieur l'arbitre, mettez le carton jaune. Mettez le carton jaune parce que tu sois capitaine ou pas, tu manques pas de respect. Que ce soit un arbitre, que ce soit un humain, tu manques pas de respect tout simplement. Et là, faire des situations. Moi, j'aime que ces choses-là soient mises en demeure, soit
condamné par un carton jaune. L'insulte de Bellingham à l'arbitre, alors peut-être qu'il s'est trompé de forme, c'était pas forcément ça qu'on pensait, mais t'as pas insulté un arbitre. Que ce soit peu importe l'insulte, t'as pas à insulter un arbitre. Donc tu prends le jaune, c'est normal. Et ce jaune-là, qui est d'une contestation, parce que tu es frustré, parce que tu te fais dominer par un stand Fabrice qui était énorme, le public même à la fin, les olés, je me suis régalé que le Barça se prenne autant de olés, mais sans non plus aucune réaction, parce que tu as un Chelsea qui est maîtrisé, tu as un Chelsea qui maîtrise son sujet, tu as un Chelsea qui à aucun moment a douté, dû aussi à la passivité du Barça, parce que honnêtement dans ce match-là du Barça, on retient qui? Moi je retiens la Yamal, parce que même si c'est un naufrage collectif du Barça. Il y a quand même eu ce joueur-là, Lamine Yamal, on le sait évidemment, qui a dénoté, qui a essayé de proposer des choses, qui a eu cette belle passe très très incisive pour Ferran Torres. Et là, peut-être que la vision du match change, peut-être que Chelsea doute avec ce but-là du Barça, le 1-0 qui domine. Je pense peut-être que le Barça va quand même finir par perdre parce qu'ils sont quand même très très limités face à Chelsea dans ce match-là. Mais les physionomies, on sait que le foot ça va vite, ça tient à pas grand-chose. Et si cette passe-là, si ce but-là plutôt, si cette situation que la Yamal a faite sur cette passe incisive qui casse des lignes et que Ferran Torres met à côté, si elle va dedans, peut-être que le match il change. Ça intervient très tôt dans la rencontre, donc encore le temps d'avoir beaucoup de choses qui se passent. Donc peut-être que Araujo ne se frustre pas, prend pas les deux jaunes, et après, bon, le match, il y a toute une situation, tout change dans le match. Donc voilà, c'est avec des si, on met pas en bouteille. Mais ça reste quand même que c'est une situation où Ferran Torres croque cette occasion. Et ça bascule le match parce qu'après, Chelsea prend les devants. Chelsea n'encaisse même plus de situation parce qu'à part cette passe-là, je me rappelle d'une passe de Lamine Yamal, mais ça ne doit pas faire grand-chose. Quelques dribbles qu'il a passés qui ont été pertinents, mais malheureusement, trop esselé. Trop esselé. T'as pas Rafinha au milieu de terrain, comme dit, t'as pas Pedri. Moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup côté Barça, c'est Baldé. J'ai trouvé qu'il a fait un. Je vais dire un match, mais je voudrais plutôt dire une première mi-temps, 5-10 minutes plutôt intéressante. Mais comme je dis, c'est plutôt le Barça qui a vraiment globalement été en dessous, sombré. Il n'y a pas eu un joueur qui a dénoté, comme je dis, peut-être plus Baldé, Lamine Yamal, qui ont tenté des choses, qui étaient peut-être un peu inattendues, mais c'est clair que quand tu as un Eric Garcia qui est censé être le mec qui fait le jeu, j'en ai pensé, c'est Eric Garcia au milieu de terrain avec Frenkie de Jong et avec Fermin Lopez. Dans un match comme ça, tu dois beaucoup plus voir Frenkie de Jong. Quand il n'y a pas Pedri, ça doit être lui qui doit être le chef d'orchestre, qui doit avoir la clé sur le jeu, qui doit tout simplement tout faire, tout diriger, toucher le maximum de ballons. Mais c'est clair que dans ces matchs-là, et c'est pas qu'avec le Barça, en tout cas, c'était pas que cette saison, il y a eu des matchs où il doit être l'homme de la situation, il doit être l'homme clé, l'homme important, l'homme que tu recherches dans la difficulté. Le taulier de cette équipe à quoi 27-28 ans, après 4-5 ans peut-être au club. Ça doit être lui le leader au milieu de terrain, ça doit être lui qui est le phare au milieu du village, ça doit être lui qui doit faire les différences, pas par le dribble, mais par la passe, par la vision de jeu. Et honnêtement, t'as rien senti dans cette équipe du Barça, aucun sursaut d'orgueil, même par les entrants. Rafinha, il joue 30 minutes. Rien du tout, tu sens rien, dû aussi à un banc hyper faible du Barça. Alors, il y a eu quelques blessés, il y a Gavi et Pedri qui sont pas là, et il me semble qu'à Ter Stegen non plus. J'ai envie de te dire, le Barça, l'addition aurait pu être salée, puisqu'il y a eu 3-0 à la fin du match. Mais l'addition aurait pu être plus salée, parce qu'il y a combien de buts tenus pour Chelsea? Il y en a eu 3. Il y a eu le hors-jeu de Enzo Fernandez, mais je crois que c'est Chalobah qui dévie. Il y a eu ce hors-jeu-là. Il y a eu le hors-jeu à la fin peut-être de Garnacho sur le côté gauche, qui remise, je crois, à Delap qui frappe. Erreur de main pas de Peña, mais erreur de main du gardien, je ne sais plus comment il s'appelle, de Ryan Garcia. Hors-jeu, puis il y a aussi un hors-jeu en première mi-temps, c'est Wesley Fofana qui devait être hors-jeu si je ne me trompe pas, sur la remise avec le but de HTVA ou un truc comme ça. Je crois que ça c'est l'action du but, je ne me rappelle plus exactement, mais bref, on s'en fiche dans tous les cas, ça ne change pas la fin de demi du match, mais c'est clair que 3 buts annulés hors-jeu, peut-être même un quatrième, oh, je ne veux pas commencer à partir dans des débats, mais je crois qu'il y a eu 3 buts annulés hors-jeu, c'est dire à quel point Chelsea a eu des situations, a eu des occasions. Garcia n'a pas non plus fait des parades extraordinaires, même si bon, sur les buts, il ne peut pas faire grand-chose. Le but de Estevao, il a montré que c'était le meilleur 2007. Peut-être pas du monde entier, mais en tout cas sur le terrain, aujourd'hui, il a complètement. C'est dû aussi à l'équipe, c'est dû aussi au match, etc. Mais il a montré qu'est-ce qu'un 2007. Normalement, il ne devrait pas faire parce qu'à 18 ans, tu ne dois pas faire ce que fait Lamine Yamal, ce que fait Estevao. Mais force est de constater que le football, ça va de plus en plus vite, les jeunes ont de plus en plus de responsabilités et on le voit aujourd'hui, on le voit avec le Brésil pendant la trêve, il est déjà à 5 buts, il porte le Brésil sur son côté et aujourd'hui on l'a encore vu. La première mi-temps n'était pas non plus une première mi-temps extraordinaire où je me suis pas dit et je où, mais il y a quelques phases où à un moment donné il cale un dribble entre 2-3 joueurs. Tu sens que, c'est pas ce que je veux dire, mais tu sens que c'est comme un peu un Lamine Yamal. C'est un mec qui a du feu dans les jambes, qui est très explosif, en plus sur le même côté, c'est un gaucher, puis ou peut-être un droitier, ou peut-être les deux, mais en tout cas la frappe qu'il met sur son but, le dribble qui passe à Koubarsi, puis il reste debout pour éliminer Baldé, et puis il la prend pied droit sous la barre, Peña il se fait allumer, il ne peut rien faire.
Estevao enchanté parce que je pense que tu vas animer nos soirées de manière assez incroyable. Après, comme je dis sur TikTok qui est dans la description évidemment, quel est le plafond de verre quel est le plafond de verre pardon, de ce Chelsea-là? Où est-ce qu'ils pourront aller? Qu'est-ce qu'ils pourront viser? Parce que c'est clairement ça qu'on va parler. Est-ce qu'ils pourront viser l'APL? Peut-être un peu trop juste. L'année dernière, ils étaient un peu dans la même posture où ils avaient un petit peu, pas d'avance, parce qu'en PL, t'as pas d'avance. Mais il y a peut-être Arsenal cette saison qui a quand même un peu d'avance. Mais Chelsea était bien, le Boxing Day a fait mal. Donc on est qu'en novembre, début décembre. Est-ce qu'ils pourront maintenir le trajet haute en PL? Ou est-ce qu'ils pourront aller en PL? Est-ce qu'ils pourront aller loin en Ligue des Champions? Parce que maintenant, c'est ça, t'es vainqueur de la Coupe du Monde des clubs. Potentiellement le meilleur club du monde. Mais bon, ça à Chelsea, j'ai envie de vous dire. Mais je me dis, ouais, où est-ce qu'ils pourront aller? Parce qu'ils ont un effectif qui est pléthorique, ils ont un coach qui a des idées. Cette saison, en PL, les défaites, je crois que contre Sunderland, ça doit se faire à la fin. Contre United, il n'y a pas de débat, tu as perdu ton 2-1. Contre Brighton, c'est des buts qui sont à la fin. Je crois que tu prends même un carton rouge dès le début contre United ou je ne sais plus quand. Contre le Bayern, par contre, tu as vu la différence entre un très très grand club au point, Bayern, PSG, etc., ces équipes-là, qui sont les mastodontes du football européen, et toi. Mais c'est vrai que Chelsea n'est pas en reste. Chelsea est une équipe qui est hyper intrigante. Moi, je trouve que c'est le mot qui convient le plus à cette équipe-là. Une équipe qui est intrigante parce qu'il y a beaucoup de très bons joueurs. Caicedo, Enzo, milieu de terrain, ça a très très bien bossé aujourd'hui. Le milieu de terrain du Barça, sans Pedri, évidemment, c'est beaucoup plus terne. Mais on aurait dû voir on aurait dû voir de meilleures choses de leur part. Mais ils sont complètement fait annihiler par le milieu de Chelsea. En plus, avec sa petite nouveauté, son petit chef-d'œuvre Enzo Maresca, ce Reece James au milieu de terrain, comme ça Malo Gusto, il prend la profondeur, il fait des dégâts sur le côté. J'aime beaucoup Malo Gusto, ça peut être son meilleur match aujourd'hui, mais on ne le tiendra pas rigueur, il sera à la mi-temps malheureusement, mais bon, je pense que c'est peut-être le meilleur à faire. Tu gagnes 1-0, tu repositionnes Reece James à droite, ton capitaine, tu fais rentrer Dos Santos dans le milieu de terrain pour solidifier, tu t'es compact, tu te crées des situations, même qui marque à un moment donné Dos Santos, mais il y a eu un hors-jeu, donc ouais, franchement, c'est un Chelsea qui a été très 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 bon aujourd'hui, avec le but de Estevao, il y a qui a marqué aussi, il y a peut-être, je me rappelle plus du début de la vérité, je me rappelle plus du début, je me rappelle que du but de Estevao qui m'a bouffé. En même temps, il y a eu tellement d'occasions de buts annulés hors jeu. Donc, il y a le but de Estevao. En première mi-temps, il y a eu le but de. Franchement, je vais pas vous mentir, je me rappelle plus. J'ai un trou de mémoire. Dès que je vais couper, je vais me rappeler directement. Mais ça arrive tout le temps. Donc, ouais, franchement, on va clôturer là pour pas non plus faire trop long sur ce match-là, qui a quand même été un match qui est très, très, très intéressant. Est-ce qu'on a eu beaucoup de réponses dans ce match-là? Je pense que oui, c'est toujours une question que je me pose après les matchs. Et je me dis, qu'est-ce que ce match nous donne comme enseignement? C'est un Chelsea qui a beaucoup d'ambition, un Chelsea qui montre par cette victoire de prestige en LDC, pas face au meilleur Barça, mais au Barça quand même avec des joueurs de grande classe sur le terrain. Donc de se dire que ok, t'es une équipe qui est en place, t'as battu le Paris Saint-Germain, alors en fin de course, en fin de vie, en fin de marathon, en fin de tout, qui en pouvait plus, qui tirait la langue, mais ça reste le PSG. T'as fait avec la manière, dans les grands soirs, tu peux répondre au rendez-vous, dans les grands matchs, tu es là maintenant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, quel est le plafond de verre de notre équipe? Où est-ce qu'ils pourront aller? Qu'est-ce qu'ils pourront viser? Moi, c'est sur ça que je vais vous laisser. C'est quel est. J'espère que vous pourrez me donner une réponse en commentaire de où voyez-vous Chelsea mi-avril, mi-mai, bon, peut-être pas mi-mai parce que ça fait quand même loin, mais voilà, dans quelques mois, où est-ce qu'ils iront? Ce week-end, on aura une belle réponse contre Arsenal qui est en train de dérouler complètement. Il joue demain, je ne sais plus contre qui. Je crois que c'est un gros match en plus, peut-être contre le Bayern, je crois demain, c'est contre le Bayern. Donc franchement, c'est quand même un très 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 gros match. Donc c'est clair que ce week-end prochain sera très 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 intéressant. Et pour ce qui est du Barça, une quatrième défaite peut-être contre Séville, contre le PSG, contre nous, oui, contre nous, bien sûr, évidemment, contre nous. Et contre ce match-là, mon cerveau commence à fatiguer, on se concentrer contre Chelsea. Donc 4 défaites, ce nul contre Bruges, des nuls en Liga. Et c'est un Barça qui reste friable, hein. C'est un Barça qui, on le sait, va devoir assimiler Liga, Super Coupe d'Espagne, Coupe du Roi, Ligue des Champions. Ça fait beaucoup de matchs pour un effectif qui est loin de là aussi pléthorique que Chelsea. Donc franchement, il faut voir les blessures, il faut voir le rythme, il faut voir les joueurs qui se blessent, etc. Le système de Hansi c'est peut-être comment ça s'est soufflé, cette ligne haute. C'est sur cette ligne haute-là, pardon, que le but de Estevao arrive avec un bon mouvement collectivement. Tu sens que Chelsea s'est huilé, tu sens que ça commence à réellement prendre, que les automatismes ils sont vraiment là, que ça se cherche des fois, enfin ça se trouve des fois sans même se regarder. C'est vraiment très 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 plaisant à voir cette équipe-là. Maintenant, Chelsea contre les équipes moyennes en PL, des fois c'est des matchs, je me rappelle de quelques matchs où c'est vraiment très terne, ça a vraiment du mal à trouver des situations face à des équipes qui sont vraiment basses, ils sont vraiment un peu comme nous, on galère
complètement face au bloc bas. Et je trouve que Chelsea, c'est une équipe quand même qui galère face au bloc bas, mais qui, face à des équipes qui sont ouvertes, arrive à créer du jeu, comme Paris, comme on le voit maintenant contre le FC Barcelone. C'est une équipe qui ouvre vraiment beaucoup de jeux, qui se fait avoir sur le hors-jeu. Maintenant, je me rappelle d'un but de le hors-jeu sur l'action de Cucurella, ça se joue à rien, mais le sont très beau. Sur le constant corner de Jules Koundé, vous voyez, plus je parle, plus je commence à assimiler les buts. Le hors-jeu de Jules Koundé, malheureusement, pas sur la bonne trajectoire avec Ferran Torres, ça se bouscule, ça touche le ballon. En vrai, c'est la juste récompense d'une très bonne première mi-temps, de 2 buts annulés pour hors-jeu. Le but, à un moment donné, il devait rentrer, ça a été fait par ce CSC. Delap qui marque aussi, je viens de me rappeler, Delap, je ne sais plus comment il marque, mais Delap, peut-être une frappe pas à mi-hauteur, mais il doit marquer en simili reprise de volée, on va dire, sans trop vous brusquer. Ouais, une mini reprise de volée, mais c'est clair qu'en tout cas, c'est un Chelsea qui a été très 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 bon. Nous, on se laisse ici pour ce soir, on se retrouve demain pour ce débrief. Pas du match le plus clinquant, évidemment, Olympiakos Real Madrid, mais on sera quand même là en Grèce pour regarder ce match. Il y a un Bayern Arsenal qui aurait été incroyable. On va se le mettre en replay juste après parce que ça va être un match qui, je pense, peut-être, c'est pas peut-être, c'est top 2 des 3 meilleures équipes du monde. PSG, Bayern et Arsenal. En tout cas, les amis, prenez soin de vous. On se retrouve demain à 21h ou plutôt à 23h pour débriefer ce match entre l'Olympiakos et le Real Madrid. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et à bientôt tout le monde.